Il existe une grande différence entre les thérapies pointant vers l'analyse et celles qui invitent à l'observation sans analyse du contenu mental. Les premières tendent à cristalliser notre croyance au mental. Moi j'ai des problèmes, je m'en plains et je veux en guérir. Alors que les secondes libèrent. Or, un grand nombre de thérapies plongent le patient dans l'analyse, selon par exemple la direction initiée par Freud et poursuivie par Lacan en France. Cela signifierait-il, selon vous, que ces thérapies analytiques seraient non seulement inutiles, mais peut-être nuisibles ? Toutes les formes de thérapie sont une réponse à des besoins conscients ou inconscients présents dans notre esprit. Il n'est pas possible d'en éliminer certaines. Si elles se maintiennent, c'est qu'elles répondent aux besoins d'une partie de la population. Lorsque ces besoins se tarissent, ces thérapies disparaissent naturellement. L'écoute flottante dont parlent les psychanalystes est un point intéressant qui rappelle l'écoute dont il est question au cœur de l'expérience méditative. Dès lors qu'un espace d'écoute est ouvert, et c'est probablement ce que cherchent les personnes qui fréquentent ce type de thérapeute et de thérapie, l'intuition se délie, les mécanismes latents de la personnalité se dévoilent et une compréhension nouvelle peut se mettre en place. Il est donc essentiel que ces espaces d'écoute se maintiennent, favorisés par un thérapeute rompu à ses pratiques. L'interprétation des phénomènes selon les préceptes freudiens, jungiens ou lacaniens, pour ne citer que les plus célèbres, reste toujours une interprétation. Elle est donc de nature mentale et ne peut que tourner autour de l'unité qui se cherche et ne se trouve que dans la conscience sujet. Le je-conscience est souvent maintenu sur un plan objectif, celui d'un sujet moi conscient d'un objet non moi, maintenant ainsi un sentiment sans issue de division qui ne peut amener la paix désirée. L'abandon du monde objectif ne se fait que lorsque son irréalité s'affirme. Le concept d'irréalité est pris ici dans son sens d'impermanence. Il n'est pas possible de parler de réalité pour ce qui n'est que temporaire. La notion de réalité se réfère à la permanence, et celle-ci est absente du monde objectif. La démarche analytique, ce mot n'étant pas utilisé ici dans le sens restrictif de psychanalytique, amène un certain confort, dans la mesure où le sens de culpabilité, qui est souvent concerné dans la pérennisation de la souffrance, se dilue dans un sens de responsabilité, ou plutôt de co-responsabilité, dans lequel est impliqué l'environnement dans sa totalité, incluant la génétique et la notion de karma. Vient cependant un temps où le mental continue à tourner en rond, cherchant à localiser le bonheur sans pouvoir le saisir. Et ce, pour la bonne raison que le bonheur n'appartient pas au monde objectif. La conscience est par elle-même le bonheur recherché. Toutes les expériences de joie, de transcendance et de tranquillité sont l'expression de sa nature. Projetée dans le monde objectif, elle donne l'impression que ce qui lui appartient est aussi présent dans les objets perçus. Mais il ne s'agit que d'une réflexion, aussi inconsistante que le reflet de la lune dans le miroir du lac. La reconnaissance de cette inconsistance amène la réalisation que le bonheur objectif n'est que le reflet du bonheur subjectif, sujet je, essence même de l'être, précédant toute forme d'idéation et de conceptualisation. Le mental termine ici sa course, ne pouvant cerner ce qu'il reflète, comme le miroir du lac qui ne peut renseigner sur la nature véritable de la lune, n'en connaissant que sa réflexion. On ne peut guère parler de thérapie nuisible, puisque la seule nuisance est la croyance en la réalité de ce qui n'est pas réel. Plutôt que de fustiger le monde tel qu'il est, il est plus vivifiant de stimuler le sens de discrimination,
qui permet de ne plus chercher à étancher sa soif dans le désert aride de la projection. La lumière qui se cherche se révèle dans l'abandon de la saisie, conscience de la totale impuissance, du dénuement absolu et de la nudité de l'esprit. Les thérapies sont diverses, comme le sont les maturités. L'ultime thérapie concerne la disparition du sentiment d'individuation, dans laquelle le je, objet de connaissance, est absorbé dans le je, sujet connaissant, qui n'est ni connaissance, ni ignorance, étant le contenant des deux. Finalement, l'intuition est le guide qui amène chacun là où il doit être. Les rencontres obéissent à cette même intelligence dans laquelle l'idée du choix est absente. Être choisi est sans choix. C'est ainsi que la vie est le grand contrôleur, dont le petit moi n'est qu'une pâle réflexion qui s'imagine autonome et en oublie sa non-existence.